Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation NSI numérique et sciences informatiques au lycée Marcel Rudloff. Alors NSI, c'est une spécialité de première générale et de terminale générale qu'on peut choisir donc après la seconde et qui suit un enseignement général de seconde qui s'appelle SNT, sciences numériques et technologies, mais qui est assez différent pour un certain point que je vais éclaircir maintenant. Donc, bienvenue, je vais faire une petite présentation générale de 5 minutes. N'hésitez pas à poser vos questions via le chat, elles seront relayées par les personnes. Je suis assisté d'un certain nombre d'élèves qui sont là pour vous présenter des projets. En particulier, je remercie Alice. Alice, tu es là? Oui. Oui, bonjour à toi. Et Alanis. Présente. Qui sont notre Girl Power, notre task force féminine pour nous aider à présenter NSI et montrer qu'il ne s'agit pas uniquement d'une niche de geek éventuelle. C'est clair et net. Mais même si on en a quelques-uns, ils sont là, ils sont cachés. Alors, NSI, numérique et sciences informatiques, une spécialité donc de première. Alors, je pense que vous êtes peut-être comme le petit bonhomme là, et vous vous posez la question, mais qu'est-ce que c'est NSI? Et peut-être que parmi vous, il y a des gens qui pensent que NSI, c'est une spécialité pour les gens qui passent leur nuit sur leur ordinateur à faire des jeux vidéo ou alors à brancher ou débrancher des cartes graphiques. Alors, c'est possible, c'est sûr qu'il y a des intersections, mais par contre, c'est pas du tout ça, ou c'est que très en partie ça. Alors, qu'est-ce que c'est exactement NSI? NSI, c'est la conjonction de 4 grandes familles de l'informatique. La plus importante ici, à la base, c'est celle-là, puisque informatique, ça vient de information, numérisation. Il y a aussi toute la partie architecture, et puis là-haut, la programmation qui se décline entre deux choses. Alors, je vais préciser un petit peu cette affaire-là. Architecture des ordinateurs, effectivement, on en fait, comment fonctionne notre ordinateur, mais plutôt que de brancher ou débrancher des périphériques, on va s'intéresser par exemple au fonctionnement d'un processeur, ou de son interaction avec la mémoire. Ou alors, on va travailler sur des réseaux. On va travailler sur de l'adressage, sur des réseaux physiques et du réseau logique, et un certain nombre de choses, comment fonctionne Internet. Et là, il y a toute une partie physique là-dessus. Et on a toute une partie sur les interfaces homme-machine, même si ici, les objets connectés tactiles ou ce genre de choses sont peut-être plus l'apanage de la SI, mais nous, on fait un certain nombre d'interfaces aussi, bien sûr, logicielles. Vous allez en voir quelques-unes après. Alors, deuxième grande famille de l'informatique, l'information. Qu'est-ce que c'est l'information? L'information, c'est dans un ordinateur, en fait, il y a des tas de petites cases mémoire qui peuvent être allumées ou éteintes, contenir du courant ou pas, magnétiser ou pas, donc faire 1 ou 0. Et nous, on n'a que ça sur les ordinateurs. Et on n'a que ça dans les réseaux. Et on n'a que ça sur tous les périphériques numériques, sur les téléphones et un certain nombre de choses. Même les télés, maintenant, il n'y a plus que des 0 et des 1 qui passent dans les câbles. Et tous ces 0 et ces 1, il faut en faire des sons, des images, des vidéos, des textes et des nombres. Et nous, on s'intéresse à ça beaucoup en première, à l'information. Et avec ces bases de première, on va un petit peu plus loin. Alors, 2 grandes familles à explorer encore. L'algorithmique. Donc l'algorithmique, c'est organiser son raisonnement. Il y a un problème à résoudre. Comment est-ce qu'on va pouvoir mettre une démarche en œuvre pour répondre à ce problème? Et l'autre grande famille, c'est le langage. Alors, le langage le plus pratiqué en NSI, c'est Python, qui est un langage d'apprentissage qui est préconisé par les programmes et qui nous permet de décliner un certain nombre de choses. On part du scratch des élèves pour faire du Python ensuite. Et ensuite, quand on a la conjonction de ces deux choses, à savoir l'algorithmique et le langage, alors on a la programmation. Et donc, à quoi ça ressemble des cours de NSI? Alors, merci pour cette question. Très bonne question. À quoi ça ressemble des cours de NSI? Comment on met ça en œuvre? Alors, Thomas, qui pose une question dans le chat et qui demande si c'est plusieurs sous-disciplines. Oui, en fait, c'est la science informatique qui est un peu comme on pourrait dire que les mathématiques, il y a de l'algèbre, il y a de la géométrie, il y a de l'analyse, il y a des probabilités, des statistiques. Et bien, de la même manière, en NSI, on a un certain nombre de choses en sciences informatiques. Comment ça se passe en pratique dans les cours? Et bien, la programmation est clairement notre cœur de métier. Et notre corps de travail. Alors la programmation, comment ça se passe? D'abord, on programme beaucoup avec le langage Python, comme je l'ai dit. Ça permet déjà de faire un certain nombre de choses, de projets, de petits programmes. Ici, vous avez un extrait de Labyrinthe qui a été programmé avec un élève actuel de terminale qui était ici en première.
Et j'espère qu'il est réveillé et qu'il nous a rejoints. Et on a également d'autres langages. Alors, en seconde, par exemple, les élèves en SNT travaillent déjà sur les sites web avec HTML et CSS. Et nous, on propose du JavaScript. JavaScript et aussi PHP, mais ça, c'est optionnel suivant les projets, qui est un langage de programmation Internet. Et à partir de là, on fait des choses qui ressemblent à cet écran qui vient d'apparaître là derrière, et ces codes-là donnent sur des écrans Internet, dans des sites web, de la programmation et des sites web dynamiques et interactifs. On dit qu'on fait de la prog web. Et alors tout ça, c'est beaucoup de travail en équipe, beaucoup de pédagogie de projet. Et ça nous permet de gérer aussi l'hétérogénéité des élèves et l'appétit des élèves. Donc les élèves choisissent des projets, on a des projets collectifs imposés, des projets individuels imposés, et aussi pas mal de projets à l'initiative des élèves. Et du coup, maintenant, on va passer à la présentation des projets qu'on a pu faire en première et en terminale. Et on va commencer. Rajouter, Alice, quelques petits éléments. Oui. Dire encore que c'est intéressant, puisque quand même, il faut vendre un peu sa crèmerie, et c'est aussi ludique, et qu'il faut être, quelles qualités sont requises, et je vais terminer avec ça, et je vais vous laisser la parole, les élèves, c'est promis. Il faut être créatif, logique, et les mathématiques, clairement, aident beaucoup à développer ce sens logique pour la NSI. Et puis, évidemment, là, ici, on est dans un milieu porteur avec des sciences à mouvement. Et les filles, je vous remercie d'être là et de montrer que on a besoin de vous, les filles, et il y a du recrutement au niveau des filles en informatique qui sont très recherchées. C'est pas une matière de niche pour geeks. On en a, mais pas que. Voilà. Et en gros, tout ça est très enrichissant. Et effectivement, Alice, je te laisse la parole. Merci. Alors, du coup, comme je disais, on va passer à la présentation des projets avec Bastien et le Labi. Bonjour à tous. Nous allons vous présenter effectivement le projet de Labi. Je laisse la parole à mon ami Simon. Est-ce que tu es là? Simon? Simon, il est... Bon, sinon je peux commencer, il n'y a pas de problème. Non, je peux parler. Voilà. Tu m'entends? Ok. Oui. Du coup, ce labyrinthe, c'était notre projet de fin d'année dernière. Donc, on avait une base de labyrinthe et le prof nous a donné plein de petits groupes et plein de petites tâches en fonction des groupes pour former du coup un jeu labyrinthe. Du coup, Bastien, je te laisse montrer. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un projet complet qui mêle la recherche, ouais, c'est plutôt sympa. Je me permets de rajouter que la grille que vous pouvez voir ici a aussi été créée de manière aléatoire. Donc c'est aussi une des facettes de l'informatique. La recherche aléatoire et la création aléatoire d'éléments. C'est plutôt sympa. Ouais, je vais rajouter que c'est un serious game. Hein. C'est vrai que souvent on se dit, tiens, ils s'amusent dans cette matière et ils font des jeux vidéo, mais en fait, derrière le jeu vidéo, il y a de l'algorithmique puissance, hein. Comme par exemple creuser des labyrinthes, ça c'est de l'algorithmique puissante. Et j'aurais rajouté que ceci était un projet collectif qu'on devait présenter aux journées portes ouvertes l'année dernière, que vous avez fait en première. Voilà, je vous laisse continuer. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce projet? Pour ce projet, vous avez mis combien de temps à le réaliser? Alors, on a dû prendre à peu près 2 ou 3 mois, d'après moi. Ouais, c'est ça. 2 mois. Avec des vacances, du coup, on avait des tâches à faire. C'est ça. Chaque groupe, des groupes de 2 avaient à faire une partie. Certains avaient à faire le menu, d'autres la création du labyrinthe, ainsi de suite. Des personnages, tout ça. On me demande dans le chat quel est le langage que vous avez utilisé pour ce projet. Alors, je crois, on a utilisé du C, du Python, on a utilisé la librairie Pygame, donc ici par exemple, et on a utilisé des lecteurs de fichiers, donc CSV par exemple. Et quelle est la différence entre Pygame et Python du coup? Pygame, c'est une librairie, donc c'est des commandes externes du langage qui sont liées au programme Python.
Et donc c'est l'interface graphique, on va dire. Pour le développement graphique, on utilise souvent Python. Parce que le Python, sinon, est réservé en console. Et donc Pygame permet une interface graphique. Très bien, merci. Du coup, on va enchaîner sur Victor et Enzo qui vont nous présenter le Snake. Victor et Enzo, vous êtes là? Non, le prof est toujours là, mais je me mets un peu en retrait. N'hésitez pas à poser des questions, hein. Je suis là pour y répondre, hein, aussi par rapport à l'orientation, ce genre de choses. Oui, on est là, juste le temps qu'Enzo mette le partage. Bonjour messieurs. Bonjour. Ça marche pas. Allô? Oui, on vous entend. Alice et Alanis, vous avez défini comme présentateurs nos partageurs? Oui, oui. Attendez. Sinon, on a une question. Est-ce que durant l'année, on a travaillé sur la sécurité de l'informatique? Je vous laisse répondre. Est-ce qu'on a travaillé sur la sécurité en informatique? Dites-moi. Remets-moi voir en partage, s'il vous plaît. Ah non, c'est pas vraiment une réponse que j'attendais. Alors, Non, monsieur. Dommage, on n'a pas fait. Oh, excusez-moi. ça vient. Ok, C'est un c'est bon, programme je de terminal, chamboulé en cette année de pandémie. Mais on va travailler sur la sécurité informatique. Alors déjà, on en travaille un petit peu parce que nous, on travaille bientôt, vous allez le voir, sur un projet avec des bases de données, avec des codes PHP pour qu'un certain nombre de choses ne se voient pas, des sessions et ce genre de choses. Ça, c'est sur de la programmation Internet. Et en règle générale, pour la sécurisation des communications, on va aborder la sécurisation avec du chiffrage asynchrone. Et ça, c'est des choses qu'on fait en programme de terminal, ISRA. Voilà, et sinon, il y a Léon qui pose une question pour demander si des connaissances préalables en Python peuvent être utiles. Alors évidemment, ça peut être utile. Python, c'est un langage transversal qui est utilisé dans plusieurs matières maintenant avec la réforme des lycées, aussi en sciences physiques, aussi en sciences de la vie et de la terre, aussi en sciences économiques et sociales. Et ces connaissances transversales, effectivement, peuvent être utiles, mais de toute façon, nous, on les développe et on prend les élèves comme s'ils n'avaient jamais fait de Python en première. Donc on peut commencer avec un niveau 0, avec du Scratch, même sans avoir fait éventuellement de Scratch au collège, même si je pense que ça, c'est plus du tout le cas. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu aux questions. Je vous laisse enchaîner les élèves. Okay. Bon, alors, moi et mon camarade Victor, on va vous présenter le projet du Snake. Donc, ce projet, c'est un projet qu'on a fait en début d'année de terminale et qui nous a pris environ 1 ou 2 mois à peu près, Victor, si je ne me trompe pas. J'aurais dit beaucoup moins. Ouais. Un mois? 3 semaines, 4. Ouais, 1 mois, on va dire 1 mois. Alors, ce jeu-là, on l'a fait entièrement sur Python, c'est sur Pygame. Donc, comme Python, c'est un langage d'apprentissage et que c'est le plus facile, on va dire, à comprendre pour apprendre, ça a été plutôt simple, on va dire. Donc, comment ça se passe, comment on a fait pour le coder? On a 3 fichiers. On a le fichier moteur qui va permettre de lancer le jeu, que je vais vous montrer. En fait, ça reste très basique, hein. On a l'essentiel, quoi. Mais en tout cas, ça marche. Et c'est plus important. Donc après, on peut encore apporter des modifications, mais on est resté vraiment au plus simple. Et on voit que ça marche, donc c'est bon. Ensuite, je vais vous laisser la parole à Victor. Oui, du coup, pour faire marcher le jeu, en fait, on a programmé en utilisant des fonctions. En gros, c'est quelque chose qu'on définit pour faire un certain nombre d'instructions. Et comme ça, après, on n'a pas à les répéter à chaque fois et on a juste à dire utilise cette fonction. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une boucle qui va jusqu'à l'infini et qui s'arrête jusqu'à quand on perd. Et en gros, à chaque fois qu'on passe dans cette boucle, on répète les mêmes tests et les mêmes instructions. Et forcément, à un moment, le Snake est trop gros, il se mange la queue et c'est la fin de la partie, il meurt et on sort de la boucle. Et le jeu est fini. C'est quoi la structure de données du Snake? Parce que quand on fait un projet, c'est quoi les 2 grandes questions qu'il faut se poser? Une question que je pose à l'intention, bien sûr, de tout le monde, hein. Je pense que vous connaissez la réponse.
Oui, quand on fait un projet, il y a 2 questions qui peuvent se poser, comme vous aviez dit. Il y a le découpage fonctionnel. Il faut réfléchir à quelle fonction on va faire pour que le projet marche et aussi il faut réfléchir à la structure de données. Là, en l'occurrence, notre Snake, bah, c'est une liste de en gros, tous les éléments sont des 1, je crois, et la tête, c'est un 0 et c'est comme ça qu'on les Ouais. différencie. Ou une liste de tuples, je sais plus. On a Ouais, oublié, on a fait trop. D'ailleurs, on enchaîne peut-être. Merci, messieurs. Pas de souci. Pas de souci, au revoir. N'hésitez pas à poser des questions hein, pour les personnes qui suivent. Je vois qu'il y a des choses qui s'écrivent dans le chat. Elles sont relayées. Et bah, du coup, en attendant les prochaines questions, on va passer à la prochaine présentation. Et donc, c'est Alanis et moi qui allons présenter le pendu. Girl Power, merci les filles. Alors, Oui. alors, on a une question Alors- qui demande s'il faut avoir des connaissances en anglais, pour faire la spécialité NSI. Alors, je réponds à cette question juste après votre présentation, les filles. Si monsieur Abbas ou madame Abbas veut bien attendre, allez-y, les filles, votre présentation, et après, je réponds à cette question. Et bah, j'ai de nouveau un petit souci. Alanis, Ah tu bah, peux me remettre, enfin m'enlever et me remettre en présentatrice, s'il te plaît. Alors, du coup, je réponds à la question. Alors, absolument pas. Mais, on vous suggère, bien sûr, d'à côté, travailler très sérieusement en anglais. Dans la mesure où, pour les études supérieures, l'anglais, par contre, énormément de documentation, énormément de publications peuvent se faire en anglais. Et donc là, ici, je vous le confirme, l'anglais est vraiment quelque chose de tout à fait utile pour les études supérieures. Par contre, pour faire NSI, on n'a pas du tout besoin de l'anglais, les cours sont en français, et si le langage, un Python, ressemble beaucoup à de l'anglais, on explique chacun des termes et chacune des fonctionnalités. En fait, l'anglais est absolument pas utile. Donc c'est sûr que là, il y a écrit par exemple sur cet écran from random import choice, et en fait, on explique que random est une bibliothèque, qu'en orange, from et import servent à importer cette bibliothèque, et choice est une fonction et qui permet de choisir dans une liste. Et donc, il n'y a absolument pas besoin de connaître l'anglais. J'espère avoir répondu à la question et je vous laisse parler, les filles. Alors, du coup, le pendu, c'est le tout premier projet qu'on a fait en première, en tout début d'année. Et donc, on va vous présenter une version qu'on a un peu mis à notre sauce avec Alanis. Voilà, donc ça, c'est le code qui est assez simple comparé à ce qu'on a pu vous présenter avant avec les autres projets. Mais faut bien comprendre que ça faisait que 2 mois qu'on avait commencé la matière et que pour beaucoup, on partait vraiment de rien. Donc, on était très fiers de ce petit projet. Donc, un pendu. Vous pouviez à l'époque, vous pouviez. On était fiers. Très bien documenté avec beaucoup de fonctions. Et donc, justement, notre pendu, donc tout le monde connaît le pendu, des mots à faire deviner. Et le plus gros de notre travail, ça a été pour encoder les mots. Donc, comme on le voit dans les premières lignes, renvoi avec un A et des petits tirets. Donc, ça aboutissait sur un travail un peu théorique qu'on avait fait, vu que les projets sont à la fois une manière d'apprendre et une manière de consolider ses acquis. Donc, vraiment, c'était un projet vraiment intéressant en musique. Et donc, là, le jeu, si on le lance, on n'a pas d'interface graphique, évidemment, vu que c'était un début. Et donc, dans la programmation, donc là, il y a dans la console où on joue et on a l'affichage et le jeu. Et c'était très satisfaisant. Donc, le jeu tourne en boucle et agit en fonction des réponses qu'on donne et des actions qu'on fait. Et donc, voilà, on a un petit Pokémon qui apparaît au fil des lettres. Alors, j'attends de voir si vous allez trouver la réponse. J'ai trouvé. J'ai trouvé également. C'est Tourmi. C'est qui est Tourmi? C'est un petit Pokémon oiseau absolument magnifique et trop beau et trop mignon. Et ton préféré. Et mon préféré, accessoirement. Voilà, bon, vous remercie les filles. Si vous voulez bien envoyer quelqu'un d'autre pour un autre projet. En tout cas, je voudrais insister sur le fait que il y a de la demande pour les filles qui voudraient se lancer dans l'informatique. Déjà, dans l'informatique, il y a de l'emploi, c'est porteur. Et les retours des entreprises, c'est que si vous pouviez nous envoyer aussi des filles pour diversifier, un peu plus de mixité dans nos équipes. Et là, je peux vous dire que les filles nous apportent de la diversité et du dynamisme, comme vous pouvez l'entendre. Let's go. C'est à qui? Et donc, maintenant, on passe à Simon qui nous présente les tours de Hanoï. Ok, parfait. Du coup, les tours de Hanoï, c'était un projet que le prof a donné à quelques personnes
qui consistait à faire nous-mêmes la partie graphique du jeu des tours d'anneau. Donc le principe, si vous ne savez pas, c'est de mettre les palets de bois de gauche à droite, sachant qu'on n'a pas le droit de mettre les grands au-dessus des petits. Et du coup, hop, avec la partie graphique, j'ai fait la résolution automatique de ce jeu. Voilà. Et voilà, donc il y a le code découpé en 3 parties, le découpage fonctionnel, du coup, une partie données, une partie outils, avec toutes les fonctions qui permettent de faire fonctionner, et la partie moteur avec le jeu en général. Est-ce qu'on peut jouer à ce jeu ou il n'y a qu'une résolution automatique? Parce que ce qui est intéressant, pendant que tu lances peut-être le jeu dans la partie jouable, ce qui est intéressant, c'est de savoir que la résolution automatique utilise aussi la récursivité ici, qui est un concept informatique intéressant. Non, sur la mienne, pour l'instant, elle n'est pas jouable, mais j'aurais très bien pu faire en sorte que et tous les palets de gauche vont bien à droite. Ça. Super, en tout cas, très très beau projet et une très belle réalisation. Merci Simon. Merci. Bonjour, j'aurais une question pour Simon. Oui, Thomas. Combien de temps avez-vous pris pour le faire et combien étiez-vous pour réaliser ce projet? Simon. Pour ce projet, je l'ai fait tout seul. Pour l'instant, les filles, vous lancez, monsieur. Et ça m'a pris peut-être un mois, quelque chose comme ça avec les vacances. Ça. Alors quand tu dis un mois, c'est un peu comme si c'est difficile, Thomas, d'imaginer ce que c'est cette matière parce que elle ressemble pas, par exemple, à une matière comme les mathématiques, parce que je suis par ailleurs enseignant en mathématiques. Mais c'est un peu comme si on donnait un devoir à la maison, tu vois, qu'on fait à ses heures perdues. Et là, c'est parfois une certaine somme de travail, mais des productions informatiques, c'est quelque chose qui est très réjouissant quand ça fonctionne. Et donc les élèves s'impliquent et c'est en général assez gratifiant de ces heures de travail. Simon, tu vas, à mon avis, pas me détromper. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était un peu un travail bonus en quelque sorte. Donc, moi, ça m'a permis de travailler un peu sur ça. Ok, merci beaucoup. Et tu as eu une bonne note? Ouais. Bah, forcément. Ok. À qui dans le programme? Du coup, on passe à Bastien qui va nous présenter les flocons de Von Kor et le tapis de Sierpinski. Alors, accélérer un chouïa, on va finir en retard. Allez, vas-y, Bastien. Bastien, on t'entend pas, je sais pas si tu parles. Alors, oui, je Ouais, me répète. Donc, ces deux projets utilisent la récursivité. Donc, qu'est-ce que la récursivité? C'est donc on l'a défini juste avant, c'était une fonction qui s'appelle elle-même. Donc, bon, comme vous pouvez le voir ici, on définit une fonction, donc ici core, et dans la même fonction, on l'appelle. Donc, je vais tout de suite vous montrer ce que ça rend. Donc, c'est une fractale. Donc, les deux projets sont des fractales. Donc, qu'est-ce qu'une fractale? C'est on remarque un même motif présent à une taille plus petite. Donc, ici, par exemple, on peut voir une étoile qui est la représentation minime du grand flocon. Ici aussi, on peut voir un tableau de Sierpinski. Donc, c'est la même chose. On peut voir à chaque fois le grand motif qui est répété en plus petit dans chaque petite partie. Et l'appel de la fonction récursive dans chacun des carrés, oui, tout à fait. Récursif très appliqué au fractal, les fonctions récursives. Oui, c'est super. Tu peux nous montrer un flocon de Von Kor plus détaillé, plus impressionnant? Oui, ça sera un peu plus long. Ne serait-ce que le début, avant qu'on passe à la suite. Merci Bastien. Donc là, ici, il s'agit vraiment de choses en lien avec l'art, la beauté, les mathématiques. Il y a des choses vraiment sympathiques qui sont en train de se passer ici. Et c'est des projets vraiment chouettes pour apprendre la récursivité avec une bibliothèque graphique ici qui est Turtle, qui est un peu comme Scratch, dessine pour les collégiens. C'est ça. Donc dans Turtle, c'est exactement comme Scratch, c'est avancer, tourner à droite, de 90 degrés, etc. Ouais. Donc si on a des passes dans Scratch, c'est vraiment facile. Ouais, très donc, intéressant. là, comme vous pouvez voir, là, ça rend c'est plutôt joli. Ouais. Merci Bastien pour cette présentation. Il n'y a pas de souci.
On passe maintenant à Axel qui va nous présenter le démineur. Donc le démineur, c'est de nouveau un projet en Python et Pygame. Nous avons dû coder les fonctions du démineur en TP. Et une fois que tout le monde avait préparé ses fonctions, on devait y ajouter une interface graphique autour. Donc quand nous les avons codées, on pouvait les tester sous forme de tableau dans la console. Comme ça, on exécutait des tests. Et ensuite, on met une interface graphique autour. Ce qui a été spécial avec le mien, c'est que j'ai ajouté des animations quand on découvre un 0. Donc là, je triche un peu, je vois qu'il y a un 0 ici. Et donc, cette animation, elle marche avec une structure de données de pile. C'est-à-dire que dès qu'il y a un 0, on va regarder si autour, il y a de nouveau d'autres cases qui sont 0. Et on va, comme un peu récursivement, à chaque image qu'on voit à l'écran, découvrir ces nouvelles cases pour faire une animation. Des piles ou des fils? Des fils, non des... Oui. Ouais, mais tu as fait tellement de projets, Axel, hein, je tiens à le souligner, avec des travaux tellement de qualité que des fois on oublie. Mais tout à fait. Et ça, c'est super, une très très belle réalisation de démineur qu'on peut faire avec de la récursivité. Et ici, on y a gagné en changeant de structure de données en terminal avec des piles, hein, pour ceux que ça intéresse. Merci Axel, j'aimerais bien voir de la prog web avant qu'on dépasse l'horaire, hein, de la programmation Internet, hein, pour qu'on puisse voir un peu qu'on ne fait pas que du Python. Alors, est-ce qu'on passe d'abord à la question ou au prochain du coup? Je sais pas, allez-y, faites votre choix. Eh bien, à la question alors. Donc, on nous demande quels sont les débouchés après avoir fait NSI. Ah, ça, c'est une super bonne question. Quels sont les débouchés après avoir fait NSI? Alors, pendant ce temps, je vous propose de mettre en place la prochaine présentation. Alors, NSI, c'est très, très porteur et c'est très, très nouveau aussi. Donc, ça veut dire que dans l'informatique, donc NSI, c'est sciences informatiques, il y a énormément de boulot. En particulier, il y a pas mal de boulot dans le bancaire aussi ou dans les administrations. Et toutes les entreprises qui prennent un peu de taille ont besoin d'un informaticien. Et il y a plusieurs métiers de l'informatique, hein. C'est pas du tout le même métier d'être développeur, d'être administrateur de base de données ou d'être administrateur d'un réseau, par exemple. Et tous ces métiers sont des débouchés spécifiques de l'informatique. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Par contre, NSI, la spécialité, là, c'est la première promo, là, une super promo que je félicite. D'ailleurs, vous les entendez, vous les voyez, ils sont là. Ça a été 2 années très, très riches avec des super personnes que je félicite. Et que je remercie. Et donc, ces 2 années d'informatique, c'est la première promo. Et donc, pour le supérieur, si vous voulez, on n'a pas encore vraiment de retour. Et il y a par exemple des prépas spécifiques pour la NSI qui ouvrent l'année prochaine. Pardon? On manque un peu de recul, du coup. Non, pas vraiment. La réforme des lycées arrive à sa première mouture, hein, et c'est le cas pour toutes les spécialités, hein, c'est pas le cas que pour la NSI. C'est plutôt le supérieur qui est en train de s'adapter. Comme il s'est adapté en médecine cette année, par exemple. Et là, par exemple, il y a des prépas spéciales pour les NSI à Kléber qui ouvrent pour Math NSI, par exemple, l'année prochaine. Et donc, c'est vraiment, voilà, moi, je pense que voilà, c'est une matière qui répond à une évolution de la vie et de l'ère du temps, bien avant qu'on soit tous confinés et qu'on travaille tous en numérique et en distanciel. Voilà, enchaîner sur le projet Internet, ça. Je vois que Thomas a une question, on va y répondre après. Alors, du coup, on a Simon et Nicolas qui vont nous présenter le HTML et le JavaScript. Oui, alors je vais vous parler du projet HTML qui est donc le projet le plus récent qu'on a fait cette année. C'est le projet pendu en JavaScript. Pour cela, on a utilisé d'abord un fichier HTML qui permet, en fait, c'est un langage de programmation web où on utilise des balises, donc, et on place les instructions entre ces balises, par exemple body ou le head. Et ce qui est important dans ce texte, c'est par exemple le link, la balise link à la ligne 9, elle va lier ce document à un fichier CSS qui va nous permettre de rendre notre page internet plus belle. Et également, encore dans le code HTML, la balise script qui va nous permettre de lier à JavaScript, qui est un programme qui se rapproche de Python en fait, et donc qui va lier au fichier JavaScript. Ok. Du coup, ouais, comme dit, le JavaScript, c'est un peu comme Python, un langage de programmation. Il n'y a pas de grande différence en soi. Il y a à peu près les mêmes fonctions. Il y a le point virgule à la fin qui change par rapport à Python. Mais en soi, c'est à peu près la même idée. Du coup, voilà, c'est le pendu en lui-même avec les prénoms d'un peu tout le monde. Donc à chaque fois, il y a tous les prénoms des gens.
Hop, par exemple, si je me trompe, on a le pendu qui commence à se dessiner. Par contre, si je mets la bonne lettre, ça fonctionne. Du coup, c'est tout simplement un pendu. Si je me trompe, encore une fois, le pendu va continuer à se dessiner. Ouais, c'est l'évolution 2.0 du pendu de tout à l'heure, sauf qu'il n'y a pas de Pokémon. Ça. Du coup, voilà. Pour la morosité ambiance, le fait de mettre un pendu, ça ne nous remonte pas forcément le moral, mais voilà qui nous remonte le moral. Super. Programmation Internet cette fois-ci. Donc, vous dites qu'il n'y a pas de grande différence avec le Python. La grande différence, c'est le potentiel de JavaScript pour interagir avec des pages web et faire des sites web dynamiques. Ouais, merci beaucoup. On enchaîne, hein, si vous voulez. Et donc, on finit rapidement avec Emile qui vont présenter le projet de la télé. Alors ça, le projet de la télé, c'est un truc qui nous tient à cœur. C'est le projet collectif qu'on est en train de mener, un challenge qu'on a pris, l'administration, les télés dans le couloir d'information ne marchaient plus. Et on a dit à l'administration, c'est nous, les NSI, dans notre lycée, qui allons faire ce logiciel d'information. Et Émir et Djelal vont vous en parler. Alors, on m'entend ou pas? Oui, Djelal. On a entrepris pour cette fin d'année un projet de groupe réparti pour l'entièreté de la classe. Le but de ce projet, c'est de pouvoir afficher dans le hall les profs absents, les menus hebdomadaires de la cantine ou éventuellement des événements. Pour pouvoir tout afficher, nous créerons un site web à l'aide de divers langages de programmation. Ce qui nous intéresse dans cette intervention, ce sont les bases de données. La vie scolaire doit avoir la main mise sur les informations affichées. Pour ce faire, nous leur mettrons en place des formulaires à remplir sur une page web ou cliquer sur un bouton qu'on aura créé modifiera notre base de données. Une base de données permet de ranger de façon structurée des informations, mais pour pouvoir modifier notre base de données, il nous faudra utiliser un langage, le SQL, et un langage informatique utilisé pour exploiter justement les bases de données. Cependant, pour pouvoir espérer utiliser ce langage SQL sur notre base de données, sur notre page web, nous utiliserons un autre langage de programmation qui est le PHP. Et pour sa présentation, je laisse Émir, ici présent, vous en dire plus. Émir? Émir? On va parler tout seul. J'allais mettre le micro, Émir, ouais. Donc, comme l'a dit mon collègue, donc bonjour à tous et à toutes, je vais vous présenter donc, le PHP. Donc le PHP, c'est un langage de programmation web. Donc voilà, ça ressemble à ça. Encore un. Pardon? Encore un langage, ouais. Oui, donc encore un autre langage. Donc ce code, je ne vais pas le détailler vu que techniquement le PHP, on ne le fait pas au lycée. Donc c'est juste là, on était obligé de le faire pour ce projet qui était à la base, qui n'était pas prévu. Donc, donc comme l'a dit Djelal, donc le PHP, on a besoin du PHP pour utiliser notre base de données. Donc, à l'aide voilà, de commandes qu'on va faire dans notre code PHP, on va pouvoir utiliser la base de données. Donc ici, voilà, on peut voir par le titre qu'on connecte la base de données. On met toutes les informations dans un tableau. Et puis ce tableau, donc on le traite et on affiche chaque information, donc chaque table ici, chaque ligne, on l'affiche dans une page web. Et donc le résultat, c'est que ça donne ça. Donc chaque ligne va être au bout d'un certain temps, donc va se changer toute seule et va présenter les informations qu'il y a à la suite. Donc ça c'est les informations qui étaient dans la base de données présentée par Djelal. Oui, c'est les mêmes choses ici. C'est quoi une grande différence entre PHP, donc qui n'est pas forcément au programme à la base, comme tu disais, mais qu'on fait dans le cadre de la pédagogie de projet, donc on part plus loin parce que le projet le demande. Et quelle est la grande différence justement entre PHP et JavaScript? Donc JavaScript, c'est un langage donc, qui est plus côté client, donc qui va traiter les données directement sur votre ordinateur, alors que le PHP, donc le PHP, il a besoin d'un serveur, donc d'un autre ordinateur pour pouvoir tourner. Et donc, c'est plus facile pour utiliser donc, la base de données, car les deux entités seront liées, tout simplement. C'est pas mal, j'ai une belle réponse. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça. On a dépassé le timing, c'est mal, mais est-ce qu'on a encore quelque chose en stock? Quelqu'un qui serait dans les starting blocks, je ne sais pas, vous avez encore une vision là-dessus?
vous avez encore des questions peut-être à poser, on est là pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et après, on va rendre la main. J'aurais une question. Ouais. Est-ce qu'il serait Thomas possible, j'aimerais savoir un peu si c'est possible, par exemple, un élève dire un peu quelle était leur appréhension sur cette discipline, et après savoir un peu leur ressenti sur ces 2 années passées dans cette matière-là. Ça, c'est une super question. C'est à vous, les élèves, de répondre. Je peux commencer? Vas-y. Ce qui est bien en NSI, c'est qu'on a une partie donc, qui est théorique et une partie qui est pratique, donc contrairement aux autres matières, enfin hormis ici, c'est que vous avez donc oui, la partie pratique, c'est sur les PC. Donc et voilà, c'est bien, vous après avoir eu le cours, bah, vous l'appliquez, voilà, tout simplement. Ok, merci. Oui, quelqu'un d'autre? Ressenti, difficulté, moment fort, moment faible, n'hésitez pas. Axel, pendant ce temps, si tu veux lancer le fond de la vie, le jeu de la vie derrière, il n'y a pas de problème. Alors, Axel, des difficultés en NSI, il en a eu un petit peu, mais le prof, il a eu parfois aussi des mal à le suivre, hein, parce que c'est quelqu'un qui a vraiment cherché l'excellence et aller au plus loin de chaque projet, et qui avait déjà un très très beau bagage et qui l'a encore bien fructifié. Je me trompe pas, Axel? C'est exact. Donc je termine rapidement sur le jeu de la vie. Donc on a dû en contrôle, le sujet du contrôle c'était de créer les fonctions du jeu de la vie avec de l'aide et ensuite on les recopiait dans Python et ça marchait directement. Et après il fallait ajouter une interface graphique autour, donc que j'ai réalisé en Python Pygame. Et la différence par rapport au démineur qu'on a vu avant, c'est qu'on utilise un dictionnaire. C'est ici pour un souci d'optimisation puisque c'est sur une grille de taille infinie. On va stocker uniquement les cellules donc du jeu de la vie, les cellules qu'on voit comme ça. On va stocker uniquement les cellules vivantes. Donc si par exemple je dessine notre magnifique lycée que vous allez pouvoir rejoindre, on voit qu'il est bien. Donc je vais laisser sur une image pour la conclusion. Ouais, un jeu de la vie, c'est un jeu où il y a des cellules qui sont vivantes, qui sont représentées ici en gris clair, et les autres cellules, c'est les cadres noirs qui sont pas vivants. Et là, je suis un peu ému parce que je vois que j'ai un ancien élève dans le coin que je reconnais. Et là, ici, vous avez un planeur, un lanceur de planeur sur ce projet. Et tu nous avais aussi dessiné le lycée, c'était sympa hier. Je voudrais juste, pendant que tu le fais, préciser que toute l'interface graphique que tu as là, c'est toi qui l'as faite avec l'ouverture des fichiers, avec les boutons qui sont là-haut. C'est pas du tout en utilisant un logiciel, c'est toi qui as tout programmé. Et je t'en félicite. Ah oui, je voulais ajouter que justement, donc dès qu'on connaît la syntaxe d'un langage, en plus Pygame c'est une très bonne intégration, on peut ajouter des images, du son, donc dès qu'on connaît la syntaxe, on peut coder n'importe quelle fonctionnalité. Il ne faut pas prendre peur par rapport à tous les langages et tous les codes qu'on vient de voir. Vraiment, on apprend doucement et c'est très bonne pédagogie. Ben, je sais pas si Thomas, on a répondu à ta question. Même si là, tu as un panel d'élèves qui ont réussi, c'est sûr. Hein. Il y en a qui ont plus de difficultés, mais on essaie de les accompagner. Oui, merci beaucoup. Ok, peut-être en mot de la fin, si tu nous dessinais notre lycée Marcel Rudloff avec le feu d'artifice que ça nous a fait l'autre fois, j'avoue que ce serait une très très belle manière de conclure. J'en profite pour encore remercier les gens qui se sont connectés ce samedi matin et qui ont assisté à cette présentation, mais aussi tous les élèves avec lesquels j'ai eu un plaisir énorme à travailler pendant ces 2 ans très très riches, une super équipe qu'on a formée ensemble. Et vraiment, c'est avec émotion que je regarde moi aussi cette présentation avec le fruit de tout ce travail. Et merci Mme Gauthier dans l'équipe NSI qui est là aussi pour nous soutenir. Et on va peut-être vous laisser les élèves aller se connecter en SI où il y a énormément de belles choses à voir aussi. Merci pour ce artifice, Axel. Je vais mettre fin à cette réunion, à moins que vous ayez encore des dernières questions. Et remercier encore tout le monde et en espérant voir des prochains élèves en informatique, des vocations. Et on a ici une super équipe au lycée Marcel Rudloff et puis des projets, des choses qui se passent. C'est nos élèves qui ont fait le site web, c'est nos élèves qui vont faire des réunions d'information. Et arrête de dessiner maintenant, arrête de jouer. Y a-t-il encore des questions? Quelque chose? Je vois qu'Erwan est en train d'écrire dans le chat. Thomas, bonne journée. Ouais, on attend la question d'Erwan. Voilà, tout à fait.
Je vous invite à aller sur le site pour voir la suite des présentations de cette journée portes ouvertes, d'aller voir les autres matières. Il y a actuellement la science de l'ingénieur, les maths qui sont... Je vous en prie, Erwan, j'espère que ça a répondu à vos attentes. Voilà, alors en vous souhaitant encore une très très bonne journée, on va...